Depuis le 24 février 2022, la guerre est de retour sur le continent européen. La Russie tente de prendre le contrôle de l'Ukraine, dans une guerre dont les racines sont profondes et les dégâts humains et matériels sont immenses. En octobre 2022, c'est le pont reliant la Crimée à la Russie qui a été attaqué. Un acte qui ne doit rien au hasard, tant la construction du plus long pont d'Europe, inauguré par Vladimir Poutine en 2018, est un élément stratégique et géopolitique majeur. Un symbole de l'occupation russe. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous mettons le cap à l'Est pour s'intéresser au pont de Crimée, symbole architectural et géopolitique majeur de la guerre en Ukraine. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Looking For. Vladimir Poutine aime les mises en scène. Il en fait la preuve en mai 2018, quand il vient pour inaugurer le pont de Kerch, aussi appelé pont de Crimée, reliant la péninsule à la Russie. C'est lui qui en a ordonné la construction 3 ans plus tôt. Après avoir roulé sur les 19 km de cette nouvelle infrastructure, il prend la parole devant une foule déjà conquise. Il déclare alors, à plusieurs moments dans l'histoire, même sous les tsars, les gens rêvaient que ce pont soit construit. Enfin, ce projet, ce miracle a eu lieu. Miracle ou non, les différentes tentatives de construction de ce pont sont intrinsèquement liées à l'histoire de la Crimée. Ce territoire au sud de l'Ukraine, coincé entre la mer Noire et la mer d'Azov, est conquis par l'Empire russe à la fin du XVIIIe siècle. Son statut évolue au fil des siècles, mais reste dans le giron russe. Au début du XXe siècle, le projet d'un pont est évoqué. Il doit emprunter le même parcours que le pont actuel. Mais la Première Guerre mondiale mettra fin à cette entreprise. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'occupant nazi tente de construire en 1943 des infrastructures sur le détroit de Kerch. Ils en maîtrisent pendant un temps les deux rives. La première construction est achevée en 2 mois. Il s'agit du téléphérique TOT. Elle reprend le nom de l'organisation TOT, principale entreprise de génie civil et militaire nazi, derrière sa construction. En plus de cette installation visant essentiellement le transport de matériel militaire, un autre chantier est mené, celui d'un pont où doit s'établir une 2 fois 2 voies et une voie ferrée à sens unique. Sa construction débute le 7 mars 1943, soit 1 mois après la défaite du Troisième Reich à Stalingrad, devant les soviétiques. Les moyens mobilisés sont importants, mais sa réalisation ne résiste pas au temps de la guerre. Face à l'avancée soviétique, le tiers du pont déjà réalisé est dynamité avant la retraite des troupes allemandes. À la fin de la guerre, la Crimée repasse sous le contrôle de l'Union soviétique. En 1944, Staline ordonne la déportation de près de 200 000 Tatars, population historique de Crimée. Autre fait majeur, c'est à Yalta, en Crimée, qu'eut lieu en 1945 l'une des réunions les plus importantes entre soviétiques, anglais et américains dans leur combat contre l'Allemagne nazie. La délégation soviétique repart de cette réunion en train, empruntant le pont provisoire construit par ses forces. Mais la structure provisoire, trop vulnérable, finira par s'effondrer seulement quelques mois plus tard. Des projets de reconstruction de l'infrastructure sont évoqués. Des plans de réalisation sont faits côté soviétique, mais rien n'aboutira. Un réseau de ferries entre les deux rives est mis en service à la place. En 1954, la Crimée bascule du côté ukrainien. À l'époque, Nikita Khrouchtchev est le premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique. C'est lui qui a pris la suite de Staline à la tête de l'URSS. Pour célébrer la fraternité entre les peuples russes et ukrainiens, il propose avec l'aval de tous les dirigeants de l'époque de céder la Crimée à l'Ukraine. Un simple décret a entériné une affaire qui ne provoque pas de réaction particulière à l'époque, Russie et Ukraine étant tous les deux intégrés au territoire de l'URSS. Il faut attendre 1991 pour voir l'impact de cette décision. Cette année-là, l'Ukraine, comme la plupart des anciens pays de l'URSS, proclame son indépendance. Et dans son territoire, reconnu internationalement, se trouve la Crimée. Des frontières reconnues par le président de la Fédération de Russie de l'époque, Boris Eltsine. Devenue une frontière entre 2 pays, l'Ukraine et la Russie, le sort du détroit du Kerch interroge. Finalement, en 2010, un accord est signé entre les 2 pays pour la construction d'un pont permettant de l'enjamber. Comme le révèlent les chercheurs Denis Ecker et Evan Savchuk dans un article, les travaux étaient prévus pour commencer en 2014. Une cruelle ironie de l'histoire. En effet, en février 2014, le destin de la Crimée bascule de nouveau. Alors que se clôt la révolution de Maïdan, qui voit l'Ukraine se tourner vers l'Europe plutôt que la Russie, des militaires russes, sans insigne, occupent la péninsule. L'Ukraine peine à réagir, et dans la foulée de cette séparation, un référendum est organisé pour rattacher la Crimée à la Fédération de Russie.
Sans suspense, le 16 mars 2014, le oui l'emporte à 87,4% des voix. Cette action menée par la Russie est dénoncée par les Ukrainiens et non reconnue par la majorité de la communauté internationale, pays occidentaux en tête. Mais qu'importe pour le maître du Kremlin, la Crimée est de nouveau russe, et il va faire en sorte de le prouver aux yeux du monde. La Crimée occupée se voit très vite coupée du reste de l'Ukraine. La Russie veut en faire une vitrine et renforce les liaisons par ferry et avion pour pallier aux besoins des habitants. À partir de 2015, un projet fou commence à prendre forme, la mise en place d'une liaison terrestre entre la péninsule annexée et le territoire russe. Celle-ci reprend le parcours voulu par l'Empire russe au début du XXe siècle. Le pont n'emprunte pas le chemin le plus court entre les deux rives au nord du détroit. Non, les ingénieurs russes imaginent un pont entre la ville de Kerch et celle de Taman. Une route qui passe par l'île de Tuzla au milieu du détroit. Le chantier est titanesque. Il faut pouvoir réaliser une mégastructure de 19 km de long. Elle doit comprendre une partie routière avec une 2x2 voies et une partie ferroviaire. La construction débute en mai 2015. Le chantier est confié à des entreprises proches du pouvoir russe. Coût estimé de l'ouvrage, près de 3 milliards d'euros, intégralement financé par le Kremlin. Ce pont devient alors une priorité politique, car il représente le lien censé être durable entre la Crimée et la Russie. Dès lors, les choses doivent aller très vite. Plus de 10 000 ouvriers se relaient 24 heures sur 24 afin de pouvoir finir cet ouvrage d'art le plus vite possible. Il faudra moins de 3 ans pour la partie routière et 1 an de plus pour terminer le réseau ferré. Une séparation entre partie routière et ferroviaire qui est encore plus visible sur les pièces centrales de la structure. 2 immenses arcs de cercle, formés chacun par 2 poutres en acier, connectés au reste de la structure. Sur le côté ferroviaire, l'ouvrage est strié de haubans, des poutres horizontales et perpendiculaires. Sur la partie routière, le résultat est plus aérien avec des câbles métalliques tendus entre le tablier et les poutres. Une architecture singulière qui fait de lui un pont dit en bowstring, au même titre que le pont du Dognon en Haute-Vienne ou le pont Jefferson Barracks Bridge aux États-Unis. Sur le pont de Crimée, la portée maximale, soit l'espacement entre les 2 pylônes qui supportent les arches, est de 227 mètres. Le tout à 35 mètres de hauteur. Des dimensions certes impressionnantes, mais qui entravent la navigation de certains porte-conteneurs arrivant ou repartant des ports ukrainiens de la mer d'Azov, comme Mariupol. De fait, l'Ukraine, deuxième exportateur mondial de céréales dans le monde, derrière la Russie, a vu son commerce à partir de ces ports de la mer d'Azov drastiquement baisser pendant et après la construction de cet ouvrage. La construction de ce pont est contestée par la communauté internationale. Ainsi, en décembre 2018, l'Assemblée générale des Nations unies vote une condamnation de l'ouverture du pont. Il faut dire que ce nouvel élément donne de facto un droit de passage à la Russie entre la mer Noire et la mer d'Azov. Dès lors, les accrochages entre les marines ukrainiennes et russes se multiplient. Le passage du pont, gratuit pour les automobilistes, va connaître un réel succès. Pour l'année 2019, des estimations avancent que 4,4 millions de voitures l'auraient utilisé. En effet, la Crimée est une destination touristique prisée des Russes. Il y a aussi beaucoup de camions amenant des marchandises. Autre importance de l'utilisation de ce pont, le volet militaire. Ce cordon ombilical se révèle stratégique dans la préparation et les premières phases d'offensive en février 2022, avec l'apport de troupes, de matériel et de toute la logistique qu'entraîne une guerre. La Crimée devient l'une des plateformes de lancement des attaques russes en Ukraine grâce à un soutien logistique qui passe en grande partie par le pont de Crimée. C'est autant le symbole que cet aspect essentiel qui est touché en plein cœur le 8 octobre 2022, soit le lendemain du 70e anniversaire de Vladimir Poutine. Selon les autorités russes, il s'agit d'un attentat au camion piégé. Celui-ci aurait explosé non loin des 2 arches en acier. Une explosion dévastatrice qui ôte la vie à 3 personnes et cause des dommages matériels considérables. 2 des 4 voies de circulation sont sectionnées et tombées à l'eau sur plus d'une centaine de mètres. Sur la partie ferroviaire, des citernes transportant du carburant ont aussi pris feu. Cet acte n'a pas été revendiqué par l'Ukraine, qui pourrait pourtant en être l'instigateur. Depuis le début des hostilités, les officiels ukrainiens ont fait de ce pont illégal à leurs yeux une cible potentielle et explicite. La poste ukrainienne est même allée dans les mois suivants jusqu'à publier des timbres sur le sujet en faisant le parallèle avec le Titanic. On y voit le célèbre couple, Rose et Jack, au moment où le jeune homme déclare « Je suis le roi du monde ». Mais ici, au lieu du bateau le plus connu au monde, ils ont sous les pieds les débris encore fumants du pont de Crimée. Le soir même, la circulation a repris partiellement.
mais cette attaque a révélé la vulnérabilité de la superstructure. Depuis, un décret a été signé à Moscou pour renforcer les contrôles autour de ce point de passage vital de l'armée russe pour accéder au front sud de la guerre. La Russie a aussi fait son maximum pour réparer au plus vite les dégâts. Mission accomplie 5 mois plus tard, avec l'annonce de la réouverture de la partie endommagée le 23 février 2023, soit la veille du 24 février, funeste date commémorant les 1 an de la guerre. Nouvelle preuve, s'il en fallait, que ce pont est aussi une affaire de symbole. Une infrastructure essentielle qui n'est pas la seule à voir son destin basculer avec cette guerre. Il en va ainsi de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Avec ses 6 réacteurs, Zaporijjia est la plus puissante centrale nucléaire d'Europe. Depuis le début du conflit, elle est la cible d'intenses combats entre les forces russes et ukrainiennes. Elle a été prise par les forces russes dans les premiers jours de la guerre. Des missiles ont même explosé à l'intérieur de ce complexe. Heureusement, les dégâts n'ont été constatés que sur des installations secondaires. Mais un seul faux pas pourrait provoquer une catastrophe nucléaire immense. Les 6 réacteurs sont à l'arrêt depuis septembre 2022. Pour autant, cette mise en veille n'enlève pas tous les risques, puisque la reprise des combats ou une défaillance technique, ne pouvant être résolue sur une zone de guerre, peut mener à une situation incontrôlable. Pour son refroidissement, la centrale utilise d'ailleurs les eaux du Dniepr, fleuve qui traverse l'Ukraine. Or, le cours de celui-ci a brutalement changé après la destruction le 6 juin dernier du barrage hydroélectrique de Kakhovka. Située à plus de 120 km de l'embouchure du fleuve, cette destruction a créé une vague d'inondations dans toute la région de Kherson et de Mykolaiv. Au moins 27 personnes sont décédées selon un bilan provisoire, établi par chacun des 2 camps. La faune, la flore et les champs agricoles ont été ravagés par cette montée des eaux soudaine. Plusieurs villes ont même été en partie inondées. Russes et Ukrainiens se rejettent la faute de cette calamité. Les Ukrainiens, par la voix de leur président Volodymyr Zelensky, ont affirmé par le passé que les forces russes avaient placé des mines à l'intérieur du barrage. La destruction a aussi eu lieu au premier jour de la contre-offensive ukrainienne. Dans la région de Kherson, le Dniepr est devenu une ligne de front naturelle entre les 2 armées. Cette montée soudaine des eaux rend le terrain impraticable temporairement, réduisant la zone de combat possible à défendre pour les armées russes. Le pont de Crimée connaîtra-t-il le même sort que ce barrage, à savoir une destruction ? Sera-t-il une prochaine cible ? Difficile à prédire. Depuis les premières heures de sa construction, les dirigeants politiques de l'Ukraine ont dénoncé l'existence de ce pont jugé illégal en faisant la promesse de finir par le détruire. Il pourrait donc être toujours une cible à l'heure où la contre-offensive ukrainienne a commencé. De l'autre côté, le pont restauré reste l'étendard du raccordement de la Crimée à la Russie et sera donc chèrement défendu. Si la mer d'Azov venait à passer durablement sous contrôle russe, son agrandissement en hauteur pour laisser passer tout type de navires de commerce est aussi une hypothèse évoquée par certains. Voilà, nous arrivons ici à la conclusion forcément provisoire de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci à tous et à très vite sur Looking For.